Bonjour Jean Dorido. Bonjour Émilie. Vous êtes docteur en psychologie et vous pratiquez l'hypnose. Vous exercez dans un cabinet libéral à Paris et vous intervenez notamment dans plusieurs médias pour apporter votre expertise. J'aimerais en savoir plus sur ce quotidien atypique, votre parcours, votre mission et les émissions pour lesquelles on vous sollicite. Nous vous cueillons aujourd'hui à la sortie d'une émission sur France Bleu, je crois. Oui, c'est bien ça? exactement. Oui, ça s'appelle On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. C'est tous les jours du lundi au vendredi sur France Bleu. C'est de midi à 13h. Alors attention, parce que pour la prochaine saison, ce sera de 13h à 14h. C'est animé par Willy Robelli. Et il y a des chroniqueurs qui se relayent comme ça. Et j'ai le privilège d'intervenir une fois par semaine. D'accord, eh bien, on note l'information. Tout d'abord, pour entamer ce sujet et mieux apprendre à vous connaître, pouvez-vous nous dire quel était le sujet du jour de cette émission? Quel est votre rôle au sein de l'équipe? Alors aujourd'hui, c'est la saison oblige, on parlait des vacances. Et donc mon rôle, si vous voulez, c'est d'intervenir à travers la paire de lunettes du psychologue sur tous ces thèmes d'actualité. Voilà, il y a chaque jour un thème comme ça en rapport avec ce qui fait la une. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir le regard du psychologue sur une thématique. Ça peut être, là, en l'occurrence, les congés, ça peut être l'importance de la musique, si ça tombe le jour de la fête de la musique, par exemple. Ça peut être l'inflation, parler du stress que ça peut générer chez certains, comment réagir. Bref, de toute façon, quel que soit un sujet d'actualité, le regard de la psychologie est toujours intéressant, apporte toujours quelque chose en plus. C'est une paire de lunettes supplémentaires pour mieux décoder l'actualité. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Comment est-ce que vous préparez vos interventions? Vous avez les sujets longtemps à l'avance et comment vous les travaillez? Alors, c'est très variable. Les sujets peuvent parfois tomber justement parce que c'est l'actualité. C'est-à-dire, on a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, cette aventure terrible de ces 5 passagers dans le Titan. Et donc, voilà, ça intervient comme ça tout d'un coup. Et comment préparer? Il y a toujours des questions psychologiques qui se posent. Typiquement, oui, sur le Titan, comment est-ce que... bon, là, après, on a appris ensuite que le sous-marin va imploser immédiatement. Toutefois, il y a eu cette espèce de feuilleton, de suspense terrible, qui a passionné d'ailleurs le public. Comment 5 personnes peuvent se retrouver comme ça dans un espace extrêmement réduit, comment est-ce qu'elles peuvent gérer justement l'anxiété, le stress, les réserves d'air. Donc si vous voulez, les questions, finalement la question du psychologue c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des uns et des autres? Qu'est-ce qui se passe individuellement? Qu'est-ce qui se passe en groupe? Et dès qu'il y a ne serait-ce qu'une manifestation, je dirais, c'est toujours intéressant de mieux comprendre qu'est-ce qui fait qu'un mouvement justement social, revendicatif, qu'est-ce qui fait qu'il va prendre, qu'est-ce qui fait qu'il va peut-être s'essouffler ou au contraire prendre de l'ampleur. Tout ça, c'est de la psychologie en réalité. On pourrait presque dire qu'on ne peut pas comprendre, analyser l'actualité sans passer à un moment ou un autre par la case psychologie. On va voir le Tour de France bientôt. Voilà. C'est une dramaturgie, le Tour de France. C'est de la psychologie. Entre chaque coéquipier d'une équipe, au sein du peloton, enfin, sur 3 semaines. Laisser sa place à l'autre, c'est ça. Exactement. Savoir, une stratégie, savoir se mettre en retrait. Incroyable. Quoi que vous fassiez, quoi que vous étudiez, quoi que vous observiez, la psychologie a une place, je dirais, majeure. J'en atteste, parce que quand on parle avec vous de n'importe quel sujet, effectivement, tout de suite, on rentre un petit peu dans, voilà, même pas une analyse, mais une recherche. On essaie toujours d'aller plus loin, de creuser. C'est vrai qu'on a envie de comprendre, oui, c'est vrai, quel que soit le sujet, il y a toujours quelque chose à dire, parce que ce sont les individus, les êtres humains qui font l'actualité. Donc évidemment, il y a toujours cette question de qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de telle ou telle personne. Ouais. Et ça, c'est passionnant, c'est fascinant. Exactement. Après, moi, je suis assez curieuse. Je le disais tout à l'heure, vous exercez dans un cabinet libéral à Paris. Comment vous êtes-vous retrouvé dans les médias? Alors, écoutez, ça a été vraiment un concours de circonstances. En réalité, dès mon premier livre, en fait, le temps passe, c'est un fait. J'ai écrit mon premier livre en 2006 avec un co-auteur, Philippe Bazin. On avait envie, c'était notre premier livre à tous les deux.
Et on était passionnés de psychologie et de développement personnel. Et on a eu envie ensemble d'écrire le livre qu'on aurait aimé avoir entre les mains quelques années avant, quand on avait commencé à s'intéresser à tout ça. Et il est sorti en 2006, et du coup, ça c'est un fait, traditionnellement, souvent, les médias, ils sont intéressés par justement les nouveautés qui sortent, là en l'occurrence en psychologie. Et du coup, les premières interventions se sont bien passées. Depuis tout petit, je fais partie de cette génération qui a été biberonnée à la télévision, à la radio, et c'est vraiment, je suis fasciné par la radio et la télé depuis enfant, et donc je dirais naturellement, l'enthousiasme aidant, voilà, ça a pris une place au fur et à mesure de plus en plus importante dans mon écosystème, je dirais, professionnel. D'accord. Et en tant que médecin, quel est l'impact que vous souhaitez laisser dans les médias ? Alors, en tant que docteur en psychologie, pardonnez-moi. Alors pour le coup, l'impact, c'est un fait que, surtout depuis la crise du Covid, depuis les périodes de confinement qu'on a eues, c'est un fait que la santé mentale des Français n'est pas au top, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que dès que je peux sensibiliser le plus de monde possible à l'importance de la santé mentale, à comment faire de façon simple pour prendre soin de soi, pour prendre soin des autres, les personnes qui nous entourent, les plus jeunes, les enfants, les adolescents, on voit à quel point il y a un très très fort stress chez nos jeunes, depuis précisément les périodes de confinement, un stress aujourd'hui nourri, augmenté, amplifié par l'inflation, par le conflit en Ukraine. Et c'est vrai que quand on est enfant, on est très très sensible au stress, et l'impact modeste que j'aimerais laisser, ce à quoi j'aime participer, c'est d'aider le plus grand nombre à aller mieux, de façon simple, en utilisant mieux ses capacités personnelles, d'où la pratique de l'hypnose, comment apprendre, réapprendre, à puiser dans ses propres ressources, à mieux s'ouvrir sur les autres. Et puis, de façon plus générale, c'est vrai que quand je peux effectivement apporter les lumières de la psychologie, parce que la psychologie, en France, il est fréquent dans l'imaginaire comme ça, français, d'associer la psychologie à la psychanalyse. On imagine un vieux monsieur avec une barbe, avec un divan. Bon, c'est très bien, ça a existé. Pour autant, la psychologie s'est énormément transformée depuis une centaine d'années. Elle s'est énormément modernisée, elle est devenue de plus en plus scientifique, elle utilise depuis longtemps maintenant les ordinateurs, les calculs pour mieux comprendre, pour vraiment aller toujours vers davantage d'analyse sur ce qui est observable, mesurable, quantifiable. Les neurosciences, l'imagerie, exactement, on voit dans le cerveau. Et donc, si vous voulez, quand je peux rappeler à quel point la psychologie est une science qui est vivante et qui est moderne et qui est, je dirais, effectivement, au top des technologies, quand je peux le faire, ça me fait plaisir. Oui, du coup, le message que vous souhaitez apporter, j'imagine, c'est vraiment de mettre la psychologie à la portée de tout le monde et puis de le rendre peut-être... d'éviter que ça fasse peut-être un peu trop peur, de le mettre vraiment... Oui, effectivement, démystifier la psychologie, effectivement, rappeler que les psychologues, c'est pas uniquement pour les fous, pour les cinglés, que ça fait du bien à tout le monde, il n'y a pas de honte à se faire aider par un psychologue. Et puis rappeler, c'est un fait que la psychologie, c'est une science, ça veut dire qu'elle s'appuie sur ce principe essentiel, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, et il y a vraiment cette démarche dans la psychologie moderne, cette démarche de la science expérimentale en réalité, qui est de partir de ce qu'on observe, toujours avant d'analyser, toujours partir de ce qui est observé, et à partir de l'observation, on fait des hypothèses sur le pourquoi est-ce qu'on observe ce phénomène, et on valide les hypothèses, au contraire on les invalide par l'expérience, et c'est comme ça que la science progresse et qu'on peut comprendre pourquoi quelqu'un qui ne va pas bien,
On peut aussi comprendre le succès d'un produit, pourquoi le public achète un produit. Regardez les réseaux sociaux, on parlait des ados, cette fascination, cette hypnose du smartphone, à quel point il n'y a pas que les ados, nous tous, on est hypnotisés par cet objet, ça va être de plus en plus avec les lunettes, avec tout ce qu'on veut. Et ça c'est formidable pour le meilleur. Parfois, ça peut être aussi pour le pire, parce qu'il y a des personnes qui deviennent addictes, qui ne dorment plus, qui sont dans une espèce d'anxiété permanente parce qu'elles ont peur de louper quelque chose, de louper une nouvelle ou quoi. Et donc, c'est toujours important de revenir à ce qui est observé et pour mieux comprendre comment aider quelqu'un qui est accro, par exemple, à son smartphone, à s'en détacher le plus sereinement. D'accord, donc démystifier la psychologie, ouais, c'est super important et vous le faites très bien. Ma question suivante, c'était quels sont les défis auxquels vous vous êtes retrouvés confrontés en intervenant en tant que média, dans les médias, en tant que professionnel de santé? Est-ce que vous êtes retrouvé face à quelque chose qui vous semblait de l'ordre du défi et que vous avez forcément brillamment relevé, j'imagine? Chaque intervention, c'est quand même un défi. Ouais. Si vous prenez ne serait-ce par exemple que ce qu'on appelle parfois un peu tristement les faits divers, dès qu'un crime est commis, dès qu'une agression choquante est commise, je suis très très souvent sollicité dans ces cas-là et c'est un défi. Quand on se dit, bon alors docteur, comment ça se fait qu'il y ait eu ce passage à l'acte, qu'il y ait eu cette agression, on n'en sait rien. Enfin moi j'en sais rien, je ne connais pas la personne, je ne connais que les faits et donc c'est un défi de toujours revenir justement à ce que la littérature nous apprend, la littérature scientifique, la psychologie criminelle, la psychologie du passage à l'acte, pour réussir là aussi, encore une fois, à éclairer sur la base de ce qu'on connaît, formuler des hypothèses, dire voilà, peut-être que c'est ceci, peut-être que c'est cela. Donc chaque intervention, en réalité, c'est un défi. D'accord, et est-ce qu'il y a une intervention qui vous a le plus marqué, et si oui, laquelle ? Alors, c'est pas très gai, c'est un fait. Après les attentats du 13 novembre 2015, j'ai une amie qui était à la radio, une émission de libre antenne, tout le monde peut appeler comme ça, et donc c'était Europe 1 à l'époque, qui le samedi 14 lui avait demandé de faire exactement une libre antenne toute la journée. Parce que tout le monde était évidemment traumatisé. Et donc à la fin de cette libre antenne, elle m'a appelé le soir en me disant écoute Jean, je suis rincé, j'ai passé la journée à la radio, il y a une demande évidemment inouïe, un besoin de parler, d'être écouté, puis de se rassembler. Est-ce que tu veux bien demain venir à mes côtés en studio, parce qu'on ne sera pas trop de deux, pour se relayer, pour s'épauler. Donc j'ai dit oui, évidemment. Et c'est un fait que c'était des circonstances absolument tragiques, terribles, une espèce de sidération collective. J'étais à Paris ce week-end-là. J'ai encore en tête cette atmosphère absolument terrible d'un Paris complètement désert. Le samedi 14, le dimanche, un mouvement de panique, je me rappelle, le dimanche 15 au soir, du côté du métro Saint-Paul, là-bas, parce qu'il y avait eu du bruit, il y avait eu un mouvement de foule comme ça. Donc c'est un fait, ce sont des circonstances tragiques et en même temps, évidemment qu'émotionnellement, oui, ça m'a profondément marqué. D'accord. Alors, rien à voir, mais j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours et justement votre métier de psychologue en cabinet. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel et ce qui vous a motivé à devenir docteur en psychologie ? Alors en fait, le parcours, je n'ai pas démarré par la psycho, j'ai fait un parcours scolaire d'école d'ingénieur. J'ai fait un bac scientifique, les classes préparatoires, maths, concours aux grandes écoles. J'ai fait une grande école d'ingénieur, j'étais consultant, j'aimais bien mon travail. Et puis, je fumais comme une cheminée, je n'arrivais pas à m'arrêter. Et par hasard, sur les conseils d'un copain, je me suis fait aider par quelqu'un qui pratiquait l'hypnose. Et j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain contre toute attente. Et ça m'a complètement bluffé. Et j'avais toujours eu dans l'idée j'avais toujours été passionné par la psycho depuis tout petit. Et ça a été une espèce
Bah là aussi, de concours de circonstances, de fil en aiguille, voilà. Petit engrenage. Ouais, Je plaque tout. c'est ça que je veux faire. Ouais, c'est ça que je veux faire. Et donc, étant soucieux et lucide sur l'importance des connaissances académiques, dès le début, si vous voulez, j'ai appris l'hypnose, bien sûr, et je me suis inscrit en fac de psycho, parce que pour moi, c'était important de passer par cette case de connaissances universitaires, académiques. Il y a des facs de psycho qui forment des psychologues. C'est pas fait pour les chiens, quoi. Donc je me suis inscrit. Ça m'a passionné, les études de psychologie. Vraiment, j'ai adoré ça. Donc j'ai enchaîné les années universitaires. J'ai obtenu le titre de psychologue au bout de 5 ans. Et puis, c'est un fait que ce qui est vraiment intéressant, passionnant, je dirais, ce qu'apporte en plus le doctorat, c'est que pour le coup, on est obligé de passer par la case recherche, justement. Alors, c'est bien le titre de docteur, c'est vrai que c'est un titre qui est international, hein, c'est un PhD, c'est le même titre dans le monde entier. Pour autant, voilà, d'un point de vue, je dirais, très pratico-pratique, très concret, ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'on doit faire de la recherche. Voilà, on a ces minimum 3 ans pour faire une thèse, et c'est justement choisir un sujet de psychologie et se dire, voilà, je vais mettre le temps que ça prendra, ça peut être 3 ans, ça peut être 4 ans, ça peut être 5 ans pour faire une thèse, pour devenir spécialiste de ce domaine. Donc vous, c'était l'hypnose, du coup? Alors non, moi, ce n'était pas l'hypnose, non, c'était la dissonance cognitive, gros morceau de psychologie, une théorie qui a plus de 60 ans maintenant, qui reste extrêmement actuelle, extrêmement vivace. Et je me suis engagé vraiment corps et âme dans ce travail de recherche. Et c'est vrai que c'est très nourrissant, c'est très satisfaisant de faire de la recherche, parce que là aussi, c'est un enseignement de l'humilité d'abord, parce qu'on comprend qu'on ne peut pas tout connaître. Et malgré tout, on essaye quand même à un instant T, parce que la connaissance progresse tout le temps, et bien on se donne les moyens pour un instant T, on peut le dire presque, pratiquement tout connaître de ce qui a été fait sur un sujet pour vraiment se l'approprier et dans ce sujet-là, réussir modestement à apporter sa petite pierre à l'édifice. Dire voilà ce sur quoi j'ai planché, ce sur quoi j'ai étudié, et ensuite les travaux de thèse tous les jours sont repris par d'autres chercheurs, font l'objet de publications dans des revues internationales, et c'est comme ça que se construit la connaissance, et c'est un fait que c'est un apprentissage, je dirais là aussi, je l'avais déjà expérimenté évidemment en école d'ingénieur, l'apprentissage de la rigueur, qui est essentiel en psychologie. C'est toujours essentiel la rigueur. Maintenant, si vous voulez, la science de l'ingénieur, c'est passionnant. Maintenant, si vous voulez, un pont qui se casse la figure, vous voyez tout de suite qu'il se casse la figure. Oui, il en parle d'humain après. L'humain, l'erreur, elle n'est pas la même. Dans sa tête, vous ne voyez pas forcément tout de suite. Ouais. Et donc, c'est ultra. C'est pour ça d'ailleurs qu'un psychologue ne donne pas de conseils. Personne ne peut donner de conseils. On ne peut pas donner de conseils. Qui peut donner des conseils? Il n'y a qui? Personne. En revanche, utiliser ce que justement la science nous a appris, typiquement, c'est des choses très simples en même temps. Hein. Aujourd'hui, on sait que faire du sport, c'est bon pour la santé mentale. On le sait, on pouvait s'en douter, en avoir l'intuition ou pas. Je fais partie d'une génération, je ne peux pas ne pas le rappeler, qui a été élevée, il y avait les intellectuels, puis les sportifs, quoi. Vraiment, aujourd'hui on oublie, parce qu'on a des sportifs qui sont rompus aux techniques de communication, ils s'habillent bien, ils parlent bien. Quand j'étais enfant, vraiment les sportifs, ça passait pour des personnes... Fallait choisir son camp, quoi. Un peu bas du front, vraiment. Et donc aujourd'hui, la science nous apprend que, non, toute chose égale par ailleurs, quelqu'un qui fait du sport, cette personne va aller mieux dans sa tête, elle va mieux dormir, elle sera plus épanouie. Donc, ça peut paraître tout bête, on peut se dire, ah bon, tout ça pour ça, c'est un côté rassurant de savoir que c'est solide, quoi. Ouais. La méditation, c'est pareil, vous voyez, pendant très longtemps, ça passait pour un truc un peu de balacool, un peu bon. Et aujourd'hui, vous en parliez, Émilie, à juste titre,
aujourd'hui on arrive à voir dans le cerveau. Et c'est quand même fascinant de se rendre compte qu'une pratique telle que la méditation, à force de répétition, à force d'entraînement, à force de discipline, ça modifie le cerveau. C'est quand même fou. Et vous avez une zone vers l'amygdale comme ça, qui est en lien avec des émotions négatives comme la peur, par exemple. Et bien vous voyez qu'à force de méditation, l'amygdale a une taille qui réduit. Donc peut-être certains s'en doutaient, peut-être certains n'en avaient pas besoin, mais la personne qui vous dit « je n'ai pas besoin de ce genre de preuve », pardon, on ne peut pas ne pas le rappeler, c'est une erreur. Parce que si, on a besoin de ce genre de preuves. Parce que si on ne cherche pas ce genre de preuves, alors on peut tout dire. Ouais. On peut dire, mais écoutez, vous savez quoi, prenez telle plante, fumez tel produit, ça vous fera du bien, on le sait depuis toujours. Mais peut-être pas. Peut-être que c'est pas vrai, que ça ne marche pas. Peut-être voire même que c'est toxique, au contraire. Et donc, c'est pour ça que c'est important, la science en psychologie, parce que quand vous avez un psychologue qui vous dit, madame, monsieur, faites de la méditation, faites du sport, respirez mieux, je vais vous apprendre à respirer. On sait que ça, c'est validé par la recherche expérimentale, qu'il y a eu des groupes contrôle, qu'il y a eu des mesures régulières qui ont été faites et que oui, c'est démontré par A plus B. On sait que c'est efficace, alors que, c'est un fait, d'autres pratiques ne sont pas efficaces. Chacun a le droit de pratiquer tout ce qu'il veut ou tout ce qu'elle veut. Maintenant, c'est mieux de le savoir que c'est une question de croyance. La croyance, ça n'est pas la science, et inversement. Très bien, merci pour cette précision, c'était important aussi de le rappeler. Parmi vos domaines de prédilection, donc il y a l'arrêt du tabac par l'hypnose. Est-ce que vous avez d'autres thématiques que vous aimez traiter ou qui confirment votre vocation? Alors, vous l'avez dit, l'arrêt du tabac, c'est un fait que si on essaie d'élargir à partir de l'arrêt du tabac, c'est vrai qu'il y a une problématique, un sujet qui me touche beaucoup dans mon métier, qui m'active énormément. Ça pourrait se résumer comme ça, c'est docteur, je ne veux plus le faire, mais je le fais quand même parce que c'est plus fort que moi. Et j'aimerais de l'aide pour ne plus le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'active. D'abord, c'est l'histoire de ma vie par rapport au tabac. Et puis, c'est un schéma, en fait, dans le fond, assez fréquent. C'est vrai pour le tabac, ça peut être vrai pour le sucre, par exemple. Des personnes qui mangent du sucre à outrance et que ça rend malheureuse. C'est vraiment, docteur, je ne veux plus le faire. Mais je le fais quand même, parce que c'est plus fort que moi. Une espèce d'appel du placard avec des bonbons dedans, ou des gâteaux, ou je ne sais quoi. Ça peut être vrai pour d'autres drogues que le tabac. Ça peut être de l'alcool, ça peut être des drogues illicites, du cannabis. Donc, si vous voulez, c'est quand même, c'est une thématique qui touche quand même beaucoup de monde. Et c'est aussi ce qui est excitant dans mon métier, c'est que c'est une problématique qui est très mal adressée par les autres, comment dire, qui est très mal adressée en réalité. Quelqu'un qui mange trop de sucre, il va en manger moins. À part la psychologie, si on veut le dire, il n'y a rien arrête de manger, mais voilà. Bien sûr, quelqu'un qui veut bien faire va dire écoutez, soyez raisonnable, mais de dire soyez raisonnable, ça ne marche pas. Non. Parce que justement, c'est plus fort que moi, donc ça n'a rien à voir avec la raison. Et donc là, vraiment, on est au cœur des sciences du comportement. Et ça, vraiment, oui, c'est vraiment, je ne m'en lasse pas d'aider quelqu'un qui vient me voir, qui me dit voilà, écoutez, je ne veux plus le faire, mais je le fais quand même, c'est plus fort que moi, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est vraiment quelque chose qui m'active et c'est un fait, quand on s'y prend bien, en fait, on y arrive. Et là, c'est quand même assez magique parce que pour la personne qui connaissait cette problématique, c'est vraiment une libération. L'exemple, effectivement, le plus fréquent, c'est le fumeur. Tous les jours, j'ai des personnes qui ont 10, 20, 30, 40 ans de tabagie, à être obligé de se mettre un petit rouleau de papier dans la bouche toute la journée pour respirer la fumée toxique. Très souvent, des personnes qui ont un parcours, on peut dire, elles ont essayé toute leur vie d'arrêter de fumer, sans succès, parce que c'est là que ça se passe. Et c'est un fait d'aider un fumeur ou une fumeuse à se libérer
de la dépendance au tabac, ah, c'est vraiment, c'est sensationnel ça. Bon, vous venez de me répondre à ma prochaine question qui traitait des aspects gratifiants de votre profession. Je pense que vous venez largement d'y c'est vrai d'y répondre. C'est vrai que oui, c'est agréable. Ouais, c'est quand même, ça fait plaisir. Quoi, parce que, et en plus, surtout, je dirais par rapport au tabac, c'est vrai aussi sur l'alimentation, il y a un résultat visuel immédiat. Quoi. La personne, soit elle ne fume plus, et la personne s'en étonne. Souvent elle-même dit, mais ça ne me dit plus rien. Les bonbons, quelqu'un qui était accro aux bonbons, mais c'est quand même fou. Ça ne me dit pas, ça ne me fait plus envie. On n'est pas justement dans la volonté qui ne marche pas, où la personne se retient, elle a envie, elle se retient, et ça ne marche pas parce qu'on se fatigue. Donc tôt ou tard, la volonté cède. Et c'est vraiment, et ça c'est vraiment l'apport de l'hypnose. Il y a vraiment quelque chose qui se passe quelque part là-bas dedans, et c'est comme un fruit mûr qui se détache de l'arbre, quoi. Il y a quelque chose qui tombe, ouais, parce que ça ne me dit plus rien. Et ça c'est vrai que c'est vraiment bluffant. C'est bluffant et fascinant. Selon vous, une bonne aide psychologique, c'est quoi, Jean? Une bonne aide psychologique. Oh, quelle difficile question. Ouais, oui. Il faudrait faire une réponse en 3 points pour bien faire. Une bonne aide psychologique, je dirais, c'est une aide. Le premier point, je dirais, qui reste à la bonne distance, ce qui est un vrai job, hein, pas trop loin, pas trop près. On parle souvent de connivence. Voilà, il faut qu'il y ait un lien, c'est la fameuse alliance thérapeutique qui se crée. Et donc voilà, cette alliance, elle doit être de l'ordre de la connivence, de se comprendre, et puis après, justement, une bonne aide psychologique, c'est la bonne distance. Et ensuite, les piliers, c'est la suspension de jugement. Et que, je veux dire, de le dire, c'est une chose. L'idéal, c'est que la personne le ressente, quoi, qu'elle sente vraiment qu'elle n'est pas jugée, qu'elle est vraiment, qu'elle est bienvenue, voilà, comme elle est. Et la bonne distance, la suspension de jugement, et puis c'est un fait, hein, même si ça peut paraître un peu tarte à la crème aujourd'hui, la bienveillance. Voilà, cette espèce, vous savez, c'est la psychothérapie humaniste. Carl Rogers, qui était élève d'Abraham Maslow et qui avait développé ce courant justement qui était complètement en dehors de la psychanalyse. À l'époque, c'était aux USA, dans les années, de mémoire, peut-être 50, 60, psychanalyse triomphante. Et Carl Rogers, lui, il développe autre chose, il était psychologue, et donc il développe autre chose, la psychothérapie humaniste, cette idée que la solution, quel que soit le problème, l'épreuve que traverse quelqu'un, cette personne, elle a la solution en elle. Et que précisément, le psychologue, à ce moment-là, son job, c'est vraiment d'aider cette personne, alors par la parole, hein, la psychothérapie, que ce soit de l'hypnose, que ce soit même de la psychanalyse, n'importe quoi, c'est par la parole, c'est la thérapie par la parole, et d'aider la personne précisément à trouver en elle les ressources qui vont lui permettre de mettre en place cette solution. Et si vous voulez, l'hypnose s'inscrit dans cette thérapie humaniste. Et en fait, c'est une méthode qui est là pour aider encore davantage la personne à puiser dans ses ressources, avec notamment, ça aussi c'est une tarte à la crème en psychologie, le fameux retour à l'enfance. Et en même temps, c'est normal parce que l'enfance, en fait, c'est vraiment la période de la vie où le cerveau est, on pourrait dire, quasiment complètement vierge. Il n'a pas d'expérience encore. Et donc l'enfant, le bébé, ça on voit ça en psychologie du développement, tout est apprentissage. Donc il apprend. Et donc, si vous voulez, on pourrait dire que le cerveau de l'enfant, du bébé, c'est vraiment de la pâte à modeler. Et donc il apprend. Et donc il apprend dans un contexte, et notamment, encore tarte à la crème, un contexte familial. Et donc, le bébé, qui devient après un petit enfant, il va développer des réponses aux sollicitations de son environnement. Par exemple,
s'il voit quand il fait plaisir à maman, maman est contente, sourit, sans s'en rendre compte, il va dire il faut faire plaisir à maman. Ouais, tu as retenu ce. Voilà, il imprime ça. Donc ça c'est très bien. Mm. Maintenant, vous avez des personnes qui, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, ils disent c'était je ne sais pas dire non. Je veux faire plaisir parce que bien sûr il y a un truc qui s'est mis qui est resté là-dedans, quelque part. Si tu fais pas plaisir, on va plus t'aimer. Hein. Ah On en rit comme ça. Maintenant voilà, c'est un vrai problème. Et donc en théorie, hein, après il y a la vraie vie, donc on travaille. Le fait d'aider la personne finalement à revenir en enfance. L'idée c'est que son cerveau redevient souple comme ça. Et donc c'est de redonner du champ, de redonner le choix finalement. Ouais. Plus de perspective par rapport à ce qui a été emmagasiné. C'est ça, c'est-à-dire que là où il y avait une réponse qui était devenue automatique, ouais. Finalement là, de dire finalement, regarde, tu peux apprendre d'autres formes de réponses, les expérimenter aussi, et sur le papier ça marche toujours bien. Hein. Après dans la vraie vie, parfois vous cherchez un petit peu. Un peu plus long, voilà, un peu plus long. Toutefois, le principe c'est ça, c'est vraiment cette idée, si vous voulez, que une bonne aide psychologique, c'est une aide qui redonne du choix là où il n'y avait plus de choix. Voilà. Dire oui, c'est bien, faire plaisir, c'est bien, mais si j'ai plus le choix, si je suis fier, c'est plus une liberté en fait. Voilà. C'est plus une liberté. Et je suis malheureux parce que je ne sais pas dire non. Alors tout le temps pour une balai, voilà. Et donc on dit voilà, une bonne aide psychologique, à travers la bonne distance, la suspension du jugement, la bienveillance, c'est la personne, elle reçoit, elle dit maintenant j'ai le choix. Quand je dis oui, c'est parce que voilà, c'est mon choix. Et maintenant, je sais, j'arrive à dire non sans me sentir coupable, sans des angoisses qu'on ne va plus m'aimer. Elle a retrouvé sa liberté, la personne. Et ça, c'est vrai que c'est quand même sensationnel. Merci Jean, c'était passionnant de vous écouter parler de votre métier. Oui. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On va vous laisser reprendre vos activités normales, ou presque, en ce qui vous concerne, à 100 à l'heure en tous les cas, comme toujours. Et bien sûr, on le rappelle, si on ressent le besoin, si on se sent bloqué dans sa vie, si on est en difficulté, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel. N'hésitez pas, un psychologue, ça fait du bien. Exactement. Parlez-en à votre médecin. Et puis très souvent, la personne vous orientera vers des correspondants psychologues. Et après, c'est important que le courant passe, la fameuse alliance thérapeutique qui est quand même la base d'un bon travail. Et donc, comme vous donnez des consultations, je mettrai toutes les informations pour vous retrouver dans le descriptif de la vidéo, également peut-être votre actualité, donc soit radio, télé, ou encore aussi les références vers vos ouvrages. C'est très aimable. Merci Émilie. Merci encore et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.